Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indes radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, le Sénat a débuté hier après-midi l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, examen qui s'est déroulé dans un climat tendu. On en parle avec le sénateur Les Républicains de l'Isère, Michel Savin, il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Amélie de Montchalin, la secrétaire d'État chargée des affaires européennes. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous sommes en Moselle. On s'intéresse aux questions de santé. Aujourd'hui, direction Metz pour parler du statut des aidants. Et puis enfin, le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. On parlera du rapprochement entre deux départements, la Loire et la Haute-Loire. Nous serons en direct de Saint-Étienne avec le président du département de la Loire. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mercredi 13 novembre. La colère étudiante. Plusieurs manifestations ont eu lieu hier pour dénoncer la précarité après l'immolation d'un étudiant. À Lille, une conférence de François Hollande a été annulée, ses livres déchirés. À Paris, les grilles du ministère de l'Enseignement supérieur ont été enfoncées. Dans un communiqué, la ministre Frédérique Vidal condamne fermement les violences et les dégradations. Deux candidats pour un fauteuil à Marseille. Chez les Républicains, la présidente de la métropole, Martine Vassal, et le sénateur Bruno Gilles se disputent l'investiture à la mairie de Marseille. Une réunion a lieu aujourd'hui au siège des Républicains en présence de Christian Jacob, le patron du parti, pour tenter de trouver un accord. Et puis 4 ans après les attentats qui ont frappé Paris et Saint-Denis, cérémonie d'hommage ce matin sur les lieux de ces attentats en présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et des ministres Christophe Castaner et Nicole Belloubet. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu de l'Isère, siège dans le groupe Les Républicains. Bonjour Michel Savin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin avant de parler de ce PLFSS, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui a été examiné hier dans un climat assez tendu avec la ministre. On va en parler. Un mot sur l'actualité, ces manifestations étudiantes hier pour protester contre la précarité après l'immolation d'un étudiant. Il y a quelques jours, les grilles du ministère de l'Enseignement supérieur ont notamment été enfoncées à Paris. Est-ce que vous êtes inquiet de ce climat ? Oui, inquiet, mais d'abord, il faut condamner toute sorte de violence. C'est pas avec en dégradant des bâtiments publics, en s'attaquant au ministère, en cassant du matériel qu'on va faire avancer les choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation de nombreux étudiants est précaire. Et donc, il faut se pencher sur le dossier. Il faut que la ministre prenne ce dossier à bras-le-corps, que des réunions puissent se tenir pour regarder, faire des propositions. Mais encore une fois, c'est pas avec la violence qu'on doit résoudre ces problèmes. Mais quand même, la violence est un symptôme. Vous dites attention, ça peut dégénérer. Oui, parce qu'on le voit maintenant dans beaucoup de manifestations. Les manifestations, c'est un droit qu'il faut préserver, le droit de pouvoir s'exprimer, manifester. Mais ces manifestations doivent se faire en bonne intelligence et sans passer à des actes qui sont condamnables et qui vont pas rendre service à ceux qui veulent porter un message. Allez, autre sujet hier, c'est cette interdiction des listes communautaristes importées par Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, justement, et Xavier Bertrand, qui étaient reçus hier par Christophe Castaner, Laurent Nunez et Nicole Belloubet pour parler de l'interdiction de ces listes communautaires. Le patron des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, était au micro de Fanny Conquis à l'issue de cette rencontre et il a mis en garde contre le parti de l'impossibilisme. On l'écoute. Je ne vois pas en quoi les 3 principes que je rappelle, de la laïcité, de la souveraineté nationale et de la démocratie, seraient anticonstitutionnels. Ils sont tirés précisément de la Constitution. Alors j'attends qu'on me démontre l'inverse. Mais comme d'habitude, ceux qui veulent rien faire, que rien ne bouge, vont dire non, c'est pas possible. Le parti de l'impossibilisme, c'est sans doute le premier parti de France aujourd'hui. Mais moi je pense qu'on ne peut plus attendre. Il faut agir et je pense, comme Xavier Bertrand d'ailleurs, qu'il vaut mieux agir avant plutôt que d'agir après. Michel Savin, vous reprendriez ces mots de Bruno Retailleau. Le parti de l'impossibilisme est sans doute le premier parti de France. Non, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un phénomène qui est très inquiétant et qui est réel.
Donc on ne peut pas rester sans réagir. Je pense que c'est un problème majeur. Il faut, comme le dit Bruno Retailleau, prendre des dispositions et prendre des actes qui soient forts. On ne peut pas aujourd'hui laisser l'islamisme se propager et investir des listes électorales, se présenter sur des listes électorales. C'est pas compatible avec la République et avec la laïcité et la démocratie. Donc vous êtes favorable à l'interdiction? Bien sûr, on peut pas chaque fois fermer les yeux et puis un jour se réveiller en criant au loup. Non, Bruno Retailleau a tout à fait raison de poser ce problème sur la table. Il est réel. On ne peut pas se cacher. Et donc, il faut que le ministre de l'Intérieur puisse prendre les dispositions nécessaires pour y faire face. Et vous pensez que c'est possible, c'est constitutionnel je crois que d'abord, il faut faire un constat. On fait le constat que ça existe. Maintenant, il faut qu'on travaille avec les services de l'État, et nous, je pense que Bruno Retailleau l'a dit, nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement pour trouver des solutions. Mais ce n'est pas en mettant le problème sous le tapis qu'on va avancer. Donc, si on fait le constat comme quoi c'est réel et que c'est dangereux pour la démocratie, il faut qu'on trouve des solutions. Bruno Retailleau a des propositions à faire. Il faut que le ministre de l'Intérieur l'écoute. Allez, on va passer à cet examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il a débuté hier après-midi dans l'hémicycle du Sénat. On en parle avec notre journaliste parlementaire Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Michel Savin. Bonjour. Et l'examen de ce PLFSS a donc commencé hier après-midi et dès le début, une passe d'armes entre sénateurs et gouvernement. C'est ça, début du marathon budgétaire pour un mois au Sénat et déjà le ton qui monte en séance. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été renvoyé en commission hier. Une manière pour les sénateurs de signifier leur mécontentement sur ce texte. Plusieurs sources de mécontentement, à vrai dire, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale tel que présenté par le gouvernement, mais une en particulier est source d'indignation sur les bancs de la droite comme de la gauche. Avant-hier, dans le JDD, la ministre de la Santé a donné des pistes pour la réforme de l'hôpital public, dans un contexte, on le sait, de forte mobilisation des personnels de l'hôpital. Et dans le JDD, donc, elle donne des sources, elle donne des pistes pour cette réforme. Et donc ces annonces, selon les sénateurs, cela va rendre caduc le texte examiné en ce moment même dans l'hémicycle du Sénat. Écoutez Jean-Marie Van Lerenberghe, il est rapporteur général du budget. À quoi sert le Parlement? À quoi sert? À quoi sert le débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est en cours, dont nous allons ouvrir la discussion aujourd'hui au Sénat, si tout se passe en dehors de cette enceinte? Voilà, à noter que le sénateur a été applaudi sur les bancs de la droite comme sur ceux de la gauche. Certains sénateurs communistes ont même parlé d'un budget insincère. D'autres sur Twitter ont demandé dans quelle autre démocratie le Parlement est-il traité ainsi. Cela devient une déplorable attitude, a tweeté le vice-président LR du Sénat, Philippe Dallier. C'est donc une question de respect du Parlement. Écoutez Alain Milon à ce sujet, le président de la Commission des affaires sociales. À trop vouloir se passer du Parlement et des corps intermédiaires, le gouvernement va se trouver bien seul face aux mouvements sociaux en cours ou à venir, un face-à-face dangereux au risque des mouvements de la rue qui peut conduire à la paralysie et à l'abandon des réformes, mais peut-être pire encore. Voilà, je ne vous le cache pas, sur le banc des ministres, on faisait grise mine pendant ce temps-là. Agnès Buzyn a regretté le fait que cette motion ait été déposée. Écoutez-la. Je comprends l'impatience et la difficulté de discuter d'un texte sans que l'ensemble des mesures envisagées n'aient pu être annoncées. Il en va de la clarté et de la sincérité des débats, qui me tient particulièrement à cœur, car plus que tout, je respecte le rôle du Parlement, garant de notre démocratie sociale. La Commission des affaires sociales a adopté une motion de renvoi en commission. Il s'agit d'un acte fort que nous avons entendu. Je crois pourtant que l'hôpital mérite un débat. Voilà, la motion a été adoptée. Ensuite, dans la soirée, la séance a été suspendue pendant plusieurs heures. Une majorité a même refusé de reprendre les débats dans l'hémicycle pendant plusieurs heures. Donc, un début de séance qui donne le ton et la mesure du mécontentement des sénateurs
au premier jour de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Merci beaucoup Quentin pour ce compte-rendu de séance. Michel Savin, on l'a vu, séance compliquée, mouvementée, ce début d'examen de texte. Est-ce que vous pensez qu'Agnès Buzyn vous a entendu, qu'elle a entendu votre colère et votre mécontentement ? Ce n'est pas la première fois que le gouvernement a cette attitude vis-à-vis du Parlement. Et c'est ce qui est inquiétant. C'est quoi pour vous, un mépris du Parlement, c'est ça ? Je pense que c'est surtout le fait que le gouvernement ne veut pas engager les débats avec le Parlement, ne veut pas entendre le Parlement, et c'est le rôle du Parlement de débattre sur le budget. Et Alain Milon a tout à fait raison. Comment peut-on débattre d'un budget qui va être voté le 19 novembre et des annonces qui vont être faites par la ministre le 20 dont on ne connaît pas les retombées financières. Agnès Buzyn ne précise pas ce calendrier. Elle a dit hier que ce qui était dans le JDD mais dans tous les cas, les annonces seront faites après le vote du budget. Bon, comment peut-on rester crédible vis-à-vis de ce comportement ? Quel rôle joue le Parlement dans cette discussion, en sachant que pertinemment, les annonces qui vont être faites par les ministres auront un impact fort sur le budget. Mais je vous donne un autre exemple sur le respect du Parlement. Ça ne s'est pas passé au Sénat, ça s'est passé à l'Assemblée nationale. Il y a eu quelques jours sur le vote du budget, sur un domaine que je suis particulièrement sur le sport, des députés de toute sensibilité qui ont voté un amendement pour relever la taxe buffet de 15 millions. Ça a été voté au sein de l'Assemblée nationale. 3 heures après, le ministre du Budget refaisait voter cet amendement et demandait à sa majorité de voter contre. Ça a été le cas, donc cet amendement a été rejeté 3 heures après. Quel respect par rapport au Parlement, par rapport des députés qui avaient débattu, qui avaient présenté leur projet, qui avaient voté, qui avaient obtenu gain de cause. 3 heures après, le ministre attendu qu'il y ait beaucoup moins de parlementaires au sein de l'hémicycle pour revenir sur cette décision. C'est ne pas respecter le Parlement, les députés et les sénateurs. Alors, là, du coup, hier soir, les travaux ont quand même repris, après de longues discussions. L'examen s'est poursuivi, et notamment sur la question de la compensation des mesures gilets jaunes à la sécurité sociale, puisque dans le projet de loi de financement initial, l'État ne compensait pas ces mesures, l'exonération des heures supplémentaires, l'abaissement du taux de CSG pour une partie des retraités. Et là, le Sénat, forcément, a voté l'inverse du gouvernement, disant que l'État devait compenser ces mesures à la sécurité sociale. Mais du coup, qui les finance, ces mesures ? C'est la dette, le déficit ? Encore une fois, le gouvernement avait annoncé à l'époque de ces annonces qu'il prendrait sur des réductions des dépenses. Au fil du temps, c'est devenu une augmentation de la dette. Nous, ce qu'on demande, c'est que c'est bien le gouvernement qui a pris ces dispositions. C'est bien le gouvernement qui a annoncé ces nouvelles mesures qui étaient suite aux manifestations des Gilets jaunes et suite aux discussions qu'il y a eu entre les différents partenaires. Aujourd'hui, vu que ces décisions sont liées à des mesures nouvelles prises par l'État, c'est l'État qui doit prendre en charge et non le budget de la Sécu qui vient encore une fois être en déficit, et on reporte encore des déficits qui sont importants, ce qui est quand même très dangereux demain sur même la pérennité de notre système. Donc il faut. Et vous pensez que là-dessus, Agnès Buzyn va vous entendre une fois que le texte sera de retour à l'Assemblée, cette mesure sera balayée ? Mais notre rôle, c'est de l'alerter, de lui dire c'est pas possible de continuer dans ce système. On peut pas continuer l'État à faire des grandes annonces et dans l'incapacité de pouvoir trouver des financements pour payer les annonces qui ont été faites. C'est une question de responsabilité. On est dans des collectivités, on a l'obligation d'équilibrer nos budgets, aussi bien dans les communes, les départements, les régions hautes. L'État ne donne pas une bonne image et ne donne pas un exemple à suivre au reste des collectivités. De faire des annonces et dans l'incapacité de pouvoir les financer, c'est un vrai problème. Alors, on parlait de cette crise des hôpitaux, puisque le problème, c'est que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale se tient en pleine crise des hôpitaux. Vous l'avez dit, Agnès Buzyn doit faire des annonces. Qu'est-ce que vous attendez, vous, comme annonce pour régler cette crise, alors qu'il y a une grande manifestation demain ? Je pense que les attentes, elles sont nombreuses. On voit bien qu'on a des vrais problèmes sur la qualité des services, notamment en termes de moyens. On voit que les services sont complètement saturés. Nous avons dans notre région rencontré les professionnels qui nous ont alertés sur le problème des urgences, qui sont en situation de rupture, le problème de la formation, les problèmes de la revalorisation aussi des salaires de certains métiers. Donc on voit bien que c'est un tout qui doit être travaillé. C'est un enjeu majeur aussi pour l'ensemble de nos concitoyens, parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, le système français est un des meilleurs au monde. Il faut le préserver, le conserver, l'améliorer, mais surtout donner les moyens à ceux qui aujourd'hui amènent ces soins, qui travaillent, qui font un travail fantastique dans des conditions des fois
parfois difficile, leur donner les moyens de le faire dans de très bonnes conditions. Il y a des problèmes d'organisation aussi du temps de travail. Donc tout ça doit être, je pense que les partenaires ont tous ces sujets sur la table. On attend les propositions qui vont être faites par la ministre et j'espère qu'ils répondront au moins partiellement à l'attente de ces personnels. Allez, le Sénat qui a aussi souhaité mettre la réforme des retraites au cœur de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Avant de vous entendre sur ce sujet, on va se rendre dans une rédaction locale. C'est le principe de cette émission. Aujourd'hui, direction Tours. Retrouver nos partenaires de la Nouvelle République. Bonjour Mathieu Le Gall. Merci d'être avec nous, journaliste à la Nouvelle République. On va parler des retraites puisque Jean-Paul Delevoye est en plein Tour de France. Après Metz, Amiens, Pau, le haut commissaire à la réforme des retraites sera à Poitiers, chez vous. Ce sera le 21 novembre pour un exercice de pédagogie sur cette réforme des retraites. Et Mathieu, il répondra aux questions des lecteurs de la Nouvelle République et de Centre Presse. C'est ce que vous annoncez aujourd'hui dans vos éditions. Oui, Oriane, Jean-Paul Delevoye, ancien ministre, ancien sénateur du Pas-de-Calais, a repris son bâton de pèlerin. On le sait, le haut-commissaire a travaillé pendant plusieurs mois sur le futur système universel de retraite. On en connaît désormais les contours et c'est un changement majeur qui est proposé aux Français. D'où la nécessité d'aller répondre aux nombreuses interrogations, aux inquiétudes sur le terrain. Et les questions des Français sont déjà très nombreuses. Avec cette réforme, chacun veut savoir s'il sera perdant ou gagnant. Et cette rencontre avec les Poitevins, elle a d'autant plus d'importance qu'on le sait, le climat social est tendu. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que le chemin du pèlerin Delevoye est semé d'embûches. D'abord, ces rencontres avec les Français nous ramènent aux tentatives de l'exécutif d'endiguer la crise des Gilets jaunes il y a un an. Emmanuel Macron s'était lui aussi déplacé sur le terrain dans l'espoir de renouer le dialogue avec une frange du pays qui se sent mise à l'écart. Ensuite, il y a la journée de mobilisation du 5 décembre contre la réforme des retraites. Et cette journée, c'est un véritable test pour l'exécutif. Or, on sait déjà que le front syndical s'est élargi. La CGT Cheminot, premier syndicat de la SNCF, a rejoint l'UNSA Ferroviaire, Sudrail et Force Ouvrière. Et en plus de tout ça, il y a une certaine cacophonie, dissonance entre Jean-Paul Delevoye et le gouvernement sur l'entrée en vigueur de cette réforme. Oui, c'est cette fameuse clause du grand-père. Confronté à la pression de la rue, le gouvernement pourrait-il l'activer pour reculer l'entrée en vigueur de la réforme ? Jean-Paul Delevoye avait exprimé un peu vite son opposition à cette clause qui ajouterait un 43e système de retraite au 42 qui existe déjà. Un coup de fil d'Édouard Philippe plus tard et l'État parle d'une seule voix. Le débat est ouvert, rien n'est tranché. Alors concrètement, Mathieu Le Gall, message pour vos lecteurs, les lecteurs de la Nouvelle République et de Centre Presse. Comment on fait pour poser ces questions à Jean-Paul Delevoye et participer à ce débat le 21 novembre ? Oui, vous avez raison, Oriane, revenons à l'essentiel. La Nouvelle République et Centre Presse proposent à leurs lecteurs de rencontrer le haut-commissaire aux retraites le 21 novembre à Poitiers. Au programme des ateliers thématiques et un échange direct avec Jean-Paul Delevoye. Alors, quel que soit votre âge, votre statut, que vous ayez un emploi ou non, que vous soyez retraité ou non, rendez-vous sur les sites internet de la Nouvelle République et de Centre Presse pour vous inscrire. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, Jean-Paul Delevoye répondra à quelques questions posées par les internautes. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Mathieu Le Gall. On suivra tout ça le 21 novembre. On va voir vos deux unes, celle de Centre Presse. Autoliv, la CFDT veut limiter la casse. Le syndicat qui veut réduire l'impact du plan social annoncé, qui pourrait se traduire par la suppression de 110 emplois. Et puis à la une de la Nouvelle République, eh bien, c'est cette triste anniversaire des attentats du 13 novembre. Les victimes attendent le procès du 13 novembre. Merci beaucoup, Mathieu Le Gall, d'avoir été en direct avec nous. Depuis Tours, on va revenir à ce sujet, cette réforme des retraites. Michel Savin, est-ce que vous pensez que la pédagogie, ce Tour de France qu'essaye de faire Jean-Paul Delevoye, eh bien, ça sera suffisant pour faire accepter cette réforme ? Je ne sais pas si ça sera suffisant, mais c'est nécessaire de le faire. Il faut surtout que le gouvernement ait une ligne et qu'elle se tienne à cette ligne. Parce qu'on le voit bien, et le reportage le démontre, qu'il y a un peu de la cacophonie. Il y a des annonces qui sont faites, on revient sur ces annonces, on sent que le gouvernement aujourd'hui veut faire un pas en avant, deux pas en arrière. C'est notre système qui aujourd'hui est en péril. Donc on voit bien que les dépenses sont en augmentation, les recettes sont à la baisse, c'est l'effet du baby boom. Donc il faut être
on est tous conscients que ce système ne peut pas continuer s'il n'y a pas de grandes réformes. Donc voilà, notre groupe fait des propositions, notamment sur le porter l'âge de la retraite à 64 ans. Voilà, c'est ce qui a été introduit par votre groupe, par la Commission des affaires sociales, repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans. À l'horizon de 2025. C'est la bonne solution pour vous ? Oui, de toute façon... C'est la seule solution de repousser l'âge de départ ? C'est pas la seule solution. Il faut travailler sur les régimes spéciaux. Il ne faut pas reporter ce problème infiniment. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est bien un problème sur la globalité. En tout cas, vous dites qu'il faudra repousser l'âge de départ. Il faut repousser l'âge de départ. Mais regardez ce qui se passait il y a 20 ou 30 ans. Les gens commençaient à travailler à 18, 19 ans, 20 ans et travailler jusqu'à plus de 60 ans. Aujourd'hui, c'est un constat. La prise de travail se fait beaucoup plus tard, 25, 28, 25, 26, 27, 28 ans, avec les études et autres. Donc, le temps de la cotisation est beaucoup plus court. Donc, il faut allonger ce temps de travail pour permettre, encore une fois, sauver ce système de retraite qui, encore une fois, a quand même fait aussi partie de l'ADN de notre République et qui, aujourd'hui, est quelque chose qu'il faut qu'on défende à bout de bras. Vous pensez que le gouvernement pourra aller jusqu'au bout sur la réforme qu'il souhaite mettre en place ? Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il ne peut pas faire marche arrière. Encore une fois, l'enjeu est très important et là, on ne peut pas jouer petit bras sur ce dossier. Allez, on va parler d'un autre sujet, c'est le sport, puisque vous allez porter des amendements dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale sur la question du sport, notamment pour faciliter la pratique, faciliter l'accès au sport, et il est question de ne plus rendre le certificat médical obligatoire. Oui, mais pour tout le monde, pour tous les partisans, bien sûr les jeunes, mais aussi les adultes. Alors, on fait une exception pour les fédérations et les compétitions qui sont à risque, et là, on laisse la main aux fédérations pour bien cibler quelles sont les compétitions, les sports qui sont à risque et qui nécessitent, eux, un certificat médical. Donc, et pour les autres, c'est c'est la personne qui fera une déclaration pour déclarer si elle est bien apte à pratiquer le sport. Aujourd'hui, il faut assouplir les choses. Je pense que toutes les fédérations sont partantes sur cette proposition. On va la soumettre, on verra quelle en sera l'issue au niveau du débat. Mais vous avez un doute sur ce que va faire le gouvernement ? Vous avez eu des garanties ? Vous en avez parlé avec la ministre des Sports ? J'ai pas de garantie, mais le bon sens voudrait que cet amendement soit voté parce qu'il va dans le sens de l'évolution de la pratique du sport, d'inciter les gens à mieux pratiquer le sport. Encore une fois, il n'est pas pour toutes les compétitions, parce que bien sûr qu'il y a des sports qui sont à risque, et sur cela, il faut qu'il y ait une garantie d'avoir que le pratiquant ait la possibilité, la garantie de pouvoir le pratiquer dans de bonnes conditions. Est-ce que pour élargir la pratique de l'activité physique, selon vous, il faudrait une activité physique sur ordonnance ? Oui, on avait proposé d'expérimenter à l'échelle d'une région cette mesure, parce que chaque fois qu'on essaye d'avancer cette solution, on nous met en avant le coût que ça peut représenter au niveau de la sécurité sociale. Il est indéniable qu'il y aura un coût sur la première année. D'abord, il faut qu'on puisse mesurer sur 3 ou 4 ans les effets qu'aurait ce dispositif, aussi bien sur le plan économique, mais surtout sur le plan de la santé. Et tous les médecins... Est-ce que ça éviterait les coûts des maladies qui sont engendrées par la non-pratique de l'activité physique ? Ça a engendré une économie sur ce sens-là, mais une deuxième économie, c'est que les patients qui doivent subir des traitements, si les praticiens, les médecins leur demandent plutôt de pratiquer l'activité physique et sportive au lieu de prendre des médicaments, c'est aussi une économie au niveau de la sécurité sur le remboursement des médicaments. Donc, on propose une expérimentation à l'échelle d'une région pour mesurer les bienfaits aussi bien en termes d'économie qu'en termes de santé sur ce dispositif. Et puis, si on s'aperçoit que c'est un dispositif qui est positif, de l'étendre à l'ensemble du pays. Allez, on va passer à votre revue de presse, monsieur le sénateur. Et vous allez voir qu'il est aussi question de sport. On va voir ça avec Quentin Calmet qui revient. Et Quentin, on commence avec Presse Océan. Alors, c'est pas dans l'Isère, voilà, mais il est question de sport. Tout à fait, ça va prolonger le débat que vous étiez en train d'avoir en ce moment sur le plateau, sur la question du certificat médical, la fin de son obligation. C'est effectivement la question très concernante qui fait la une de Presse Océan, car il y a le débat dans l'hémicycle, mais il y a le débat aussi pour les parents d'élèves qui s'interrogent entre l'opportunité d'avoir comme cela une forme de surveillance de la santé de leur enfant et d'autres qui trouvent que, eh bien, effectivement, ce certificat médical est contraignant. Donc on voit ce débat dans Presse Océan qui revient aussi sur les aspects plus sénatoriaux, législatifs, avec l'explication de ce que voudrait faire la commission des affaires sociales dans le journal. Allez, on va revenir en Isère avec le Dauphiné libéré.
Voilà, le Dauphiné libéré qui revient sur une information qui date du mois de septembre, de la fin septembre, et l'incendie de la mairie. On a appris hier que cet incendie avait été revendiqué. Vous le voyez, ça fait la une du Dauphiné libéré dans son édition de Grenoble. Une revendication prise au sérieux d'un site libertaire qui a revendiqué cet incendie, prise au sérieux par le procureur de la République. Un incendie de l'hôtel de ville le 30 septembre qui fait suite à une autre série d'incendies. On voit plusieurs photos et effectivement toute une série de bâtiments qui ont été incendiés comme ça depuis 2017, que ce soit les locaux de France Bleu Isère ou encore l'église Saint-Jacques en janvier dernier, ou encore des bâtiments de l'entreprise Eiffage ou celui d'un centre de culture scientifique. Toute une série d'incendies comme ça qui inquiètent effectivement en Isère. Et Quentin, on va terminer avec placegrenette.fr, l'inauguration d'un institut de formation des personnels de santé, c'était hier. Voilà, on nous dit que cet institut était attendu de longue date, 10 000 mètres carrés d'un nouveau bâtiment pour accueillir effectivement un institut de formation commun au CHU et à l'Université de Grenoble. Et donc on le voit, cette inauguration très attendue a eu lieu hier, comme on le voit sur cette photo. Merci beaucoup Quentin. Une réaction, monsieur le sénateur, à cette revue de presse, peut-être sur cet incendie de la mairie de Grenoble qu'on a appris. Oui, c'est un incendie qui fait suite, comme vous l'avez rappelé, de plusieurs autres actes de malveillance qui ont ciblé des équipements très variés, une radio, France Bleu, des équipements culturels, une église, une école. On peut que dénoncer ces actes qui attaquent la démocratie. Et je pense qu'il faut qu'on soit intraitable en termes de sanctions sur ceux qui commettent ces actes, parce que, encore une fois, on ne peut pas laisser dans notre pays des personnes s'attaquer, encore une fois, à des bâtiments qui servent la démocratie, qui servent le bien commun. Lorsqu'on s'attaque à une école, à un lieu culturel, à une radio, mais c'est la liberté de la presse, c'est le fait de pouvoir, dans les lieux culturels et les écoles, nos enfants y participent, c'est la vie de la société. Donc il faut j'espère que rapidement les auteurs seront connus et qu'ils seront lourdement sanctionnés. Un mot sur ce qui s'est passé dans votre région lundi, ce tremblement de terre qui a touché la Drôme et l'Ardèche à proximité de centrales, celle du Tricastin, celle de Cruas dans l'Ardèche. Est-ce qu'il faut s'inquiéter sur la sécurité de ces centrales nucléaires ? Je pense qu'il faut surtout être très vigilant et que toutes les mesures ont été prises pour vérifier si ce séisme a eu une incidence sur les bâtiments de cette centrale. Et on sait que cette centrale et ces équipements sont situés sur des territoires qui sont répertoriés pour être des territoires qui peuvent avoir des séismes. Donc, je pense que là, d'abord, la construction a été faite en prenant en compte ce phénomène, mais il faut être vigilant. Et je pense que l'arrêt qui a été déclenché rapidement va permettre à tous les techniciens de vérifier l'état des bâtiments. Eh bien, merci beaucoup. Merci Michel Savin d'avoir été notre invité ce matin. Dans 2 minutes, c'est l'heure de l'invité politique. Aujourd'hui, c'est Amélie de Montchalin, la secrétaire d'État chargée des affaires européennes. Elle est avec nous. Mais avant de l'entendre, un extrait d'Allons plus loin. Hier, Rebecca Fitoussi faisait débattre Jenny Calimi du Parisien et Patrick Appelmuller de l'Humanité sur la question du retour de ces 11 djihadistes français expulsés de Syrie par Erdogan. On regarde. Oui, la France a eu des indulgences coupables pour M. Erdogan, qui a quand même très largement protégé Daesh. C'est pas tout à fait pour rien que c'est quasiment à sa frontière qu'on a retrouvé le chef de Daesh récemment. Il y avait des protections très fortes pour des groupes islamistes proches ou membres de Daesh, donnés par la Turquie dans toute la zone nord de la Syrie. Donc c'est vrai qu'il y a une responsabilité. Et je rappelle que M. Erdogan est un allié non seulement de M. Trump, mais de M. Macron au sein de l'OTAN. En état de mort cérébrale, d'après Emmanuel Macron. Oui, d'accord, mais enfin, le canard sans tête continue à marcher pour l'instant. Donc, pour ce qui concerne le retour des djihadistes, excusez-moi, mais la France en porte la responsabilité. Et si elle a un grand État,
il faut bien qu'elle en assume aussi les conséquences. Moi, j'ai plutôt tendance à juger que l'attitude là des autorités françaises, qui est de les accueillir et de les judiciariser, j'ai plutôt tendance à penser que c'est la bonne position et que la justice française est capable de traiter le problème. Et que il faudra y être très attentif, parce qu'un certain nombre de ces rapatriés sont extrêmement dangereux, mais je crois que nous avons la capacité de faire face, et en même temps c'est un problème français. Ils sont partis de France, ils ont constitué leur volonté terroriste en France. Et oui, donc enfin, on ne va pas tout de même rendre la France coupable. Mais personne ne dit ça. Ah bon, non, mais je sais pas, vous avez l'air de dire... Je dis qu'il y a une responsabilité que la France assume c'est quand même pas la société française qui a généré ce terrorisme. Ça, c'est un débat qui mériterait un peu plus de subtilité. J'avais l'impression d'entendre ça dans ce que vous disiez. C'est un débat précisément qui mériterait plus de subtilité. Je ne l'ai pas dit. Mais on peut... Vous posez la question quand même. En tout cas, il faut bien... Et il nous reste 15 secondes, alors ça va être compliqué de la France. La France a la responsabilité de ses ressortissants comme tous les autres pays. Voilà, et ça, judiciaire, parce qu'il y a eu cette convention Cazeneuve qui s'applique à la Turquie, les juges antiterroristes aussi estiment qu'il vaut mieux les rapatrier. Ça ne va pas être, me semble-t-il, une jurisprudence qui va être appliquée aux autres terroristes qui se trouvent en Syrie et en Irak, puisqu'ils estiment, la France estime que c'est aux autorités judiciaires des pays en question de les traiter judiciairement. Et notre invitée politique ce matin, c'est Amélie de Montchalin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargée des affaires européennes. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Hélène. Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Avant de parler de vos dossiers et de l'Union européenne, il y a beaucoup de choses à dire. Un mot sur cette colère étudiante. Des manifestations ont eu lieu hier dans plusieurs villes de France pour protester contre la précarité étudiante. Des manifestations qui, pour certaines, ont dégénéré. On a vu à Lille François Hollande qui a été empêché de tenir une conférence. À Paris, les grilles du ministère de l'Enseignement supérieur qui ont été enfoncées. Quelle est votre réaction ? Il y a plusieurs choses. D'abord, un étudiant qui se suicide, c'est toujours un drame. Parce que c'est une vie arrêtée beaucoup trop tôt. Et au fond, le sentiment qu'on n'a pas réussi à l'entourer sûrement assez avant, à prévenir, au fond, un tel passage à l'acte. Donc ça, c'est la première chose. C'est d'abord, je pense, le respect qu'on doit aux familles et effectivement, la mobilisation qu'on doit avoir pour que d'autres jeunes en situation peut-être difficile personnellement trouvent les moyens d'exprimer leurs difficultés, le soutien nécessaire, peut-être si c'est des sujets matériels, il y a des aides d'urgence et qu'on donc puisse prévenir de tels actes. Certains disent que c'est un acte politique. Je ne pense pas qu'un suicide, ou en tout cas qu'une immolation... Alors il s'est immolé, voilà. Et il est aujourd'hui dans une situation médicale très grave. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit un acte politique. On comprend bien qu'il y a des revendications, il y a des difficultés. Ce que je trouve, moi, dangereux, c'est que dans notre démocratie, certains groupuscules, certains militants politiques se servent de cet événement, le récupèrent, et on voit bien commettre des actes qui ne sont pas, au fond, ce que doit être une démocratie. Une démocratie, ça n'empêche pas un ancien président de la République de s'exprimer dans une université qui doit être un endroit de débat. Ça ne se jette pas sur des grilles d'un bâtiment public. Donc on voit là qu'il y a, au fond, un amalgame, ou en tout cas un risque. C'est que d'un côté, il y a un événement très grave, qui est effectivement un jeune qui met ses jours en danger parce qu'il a manifestement des difficultés qui n'ont pas été identifiées. Et puis de l'autre, il y a un mouvement politique violent et contre lequel je pense qu'il faut qu'on soit très ferme. C'est pas un acte politique, mais il pointe du doigt Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Il y a un message politique derrière son... Il y a effectivement, il met le doigt sur des enjeux de précarité étudiante. Ce sont des sujets sur lesquels on travaille. Ces questions de précarité étudiante n'ont pas été réglées, n'ont pas été laissées. Elles sont au cœur de tout le plan de Frédéric Vidal, que ce soit sur les bourses, que ce soit sur le fait qu'on ait supprimé la cotisation à la sécurité sociale, c'est 217 € de plus qu'on rend aux étudiants. Le fait qu'on travaille beaucoup avec les Crous, donc il y a beaucoup d'actions. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce qu'elles ont touché tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas des étudiants qui passent comme parfois entre les mailles du filet? Il faut qu'on y travaille. Mais vous voyez bien, il y a d'un côté une action qui doit être méthodique, peut-être renforcée, qui doit peut-être être mieux connue, qu'on puisse mieux accompagner. Mais on ne peut pas dire d'abord qu'on n'ait pas pris conscience de cet enjeu. Et deuxièmement, je ne pense pas que ça justifie, et ça ne justifie jamais la violence contre ni les institutions républicaines, ni surtout empêcher au sein même d'une université des débats démocratiques, ouverts, des débats, des échanges de se tenir.
Allez, on va passer au dossier de l'Union européenne. Thierry Breton, nouveau commissaire européen proposé par Emmanuel Macron, a été auditionné hier par la commission juridique du Parlement européen. C'est la première étape avant une autre audition demain. Et c'est passé juste, très juste, à une voix près. Est-ce qu'il faut se préparer à un nouveau camouflet pour la France ? Alors, il n'a pas été auditionné hier. Il a envoyé un dossier sur sa déclaration d'intérêt et un éventuel conflit d'intérêts. Et hier, la commission jury, donc la commission qui s'occupe des affaires juridiques, a pris la décision de ne pas lui poser de questions supplémentaires et de le laisser aller désormais, jeudi après-midi, passer une audition sur le fond, où là, il sera face à des députés avec des questions, des réponses. Il pourra apporter à la fois des éléments essentiels sur pourquoi ce portefeuille qu'on lui confie est cohérent, pourquoi ça fait sens de s'occuper à la fois d'industrie, de création d'emplois, de défense, d'espace, de numérique. Donc déjà, il pourra défendre la vision qu'il a de ce portefeuille, ce qu'il compte en faire, comment c'est cohérent avec ce que lui a demandé de faire Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission. Et puis, s'il y a des questions de clarification sur un certain nombre de points, les députés, est-ce que le fait que ça se soit joué à une voix près hier, ça vous inquiète sur ce qui va se passer demain ? C'est sûr. Est-ce qu'on veut ou non lui poser des questions supplémentaires ? Ce que je vois, c'est qu'effectivement, ce Parlement, on le voit depuis le début, est divisé sur la question de Thierry Breton. Oui, mais il est divisé sur beaucoup d'autres questions. Il est légitimement pointilleux sur un certain nombre de questions, donc c'est son rôle. Après, moi, ce que je cherche surtout à voir, c'est qu'on ne fasse pas de la mauvaise politique au mauvais endroit. Le Parlement, c'est un lieu qui doit, à mes yeux, bien sûr régler les questions de conflit d'intérêts, c'est son rôle. C'est comme ça que c'est organisé. On pense, d'ailleurs, qu'on ferait mieux d'avoir une haute autorité de la transparence de la vie publique européenne pour dépolitiser ce qui doit l'être. Qu'il y ait des juges, des magistrats, des experts indépendants qui regardent les questions de conflit d'intérêts, les questions de patrimoine, et puis que les politiques, eux, ils s'intéressent à savoir est-ce que sur le fond, il a le bon projet, il a la bonne vision, et que vous voyez, on sépare un peu les deux. Le problème, c'est que comme aujourd'hui tout se passe au même endroit avec les mêmes personnes, on a du mal à différencier ce qui est de l'ordre de la compétence, du fond, du portefeuille et de questions personnelles. Moi, ce qui compte, c'est que Thierry Breton, il a pris des décisions radicales, des décisions extrêmement claires. La vente de ses actions, le fait qu'il ait renoncé à toutes ses fonctions dans ses précédentes entreprises, et aujourd'hui, il n'a plus aucun contrat, il est libre totalement devant les députés. Donc vous êtes confiante sur ce qui va se passer demain, sur son audition de demain ? C'est pas une question de confiance. Il a pris les dispositions. Vous connaissez bien le Parlement, vous connaissez les députés. Est-ce que vous vous dites que ça va passer ou pas ? Et j'échange avec Thierry Breton. Évidemment qu'on travaille pour qu'il puisse surtout présenter la cohérence du portefeuille. C'est là-dessus qu'il y a eu aussi beaucoup de questions. Est-ce que c'est pas trop grand ? Pourquoi vous avez mis tout ça ensemble ? C'est pas nous qui l'avons mis. C'est Ursula von der Leyen qui, dans sa constitution de sa commission, a considéré que face au XXIe siècle, face à la Chine, face aux États-Unis, face aux enjeux de souveraineté, on y reviendra peut-être, on a besoin d'avoir une vraie politique de création d'emplois, de protection de nos normes, les données personnelles par exemple. On a besoin que ce soit des entreprises européennes qui puissent s'occuper de nos données personnelles, nous, Européens. Ça me permet de mettre en cohérence l'industrie, le numérique, les sujets de défense, l'innovation et la recherche en défense, et puis ce qu'on appelle le marché intérieur. C'est au fond ce qui permet d'avoir un marché où on a des règles pour que ce ne soit pas la concurrence de tous contre tous. Et donc je pense que Thierry Breton a beaucoup de choses à apporter, beaucoup de choses. Il pourra clarifier les choses. Et moi, ce qui compte sur ces histoires de conflit d'intérêts, c'est qu'il est dans une situation extrêmement claire. Et donc, et vous qui échangez avec lui, il est serein, il est inquiet sur ce qui va passer demain ? Il rencontre tous les parlementaires, il a fait tout un travail aussi de co-construction de ce qu'il a envie de faire avec les parlementaires. Donc on est dans une pratique qui est celle du Parlement européen, qui est très exigeante. Je pense qu'en France, on serait bien étonné de voir ce que ça voudrait dire de passer telles auditions. Et donc voilà, les choses se passeront tout à fait positivement. En choisissant un profil d'une personne qui est issue de la droite, vous assurez aussi le soutien du PPE. Est-ce qu'il y avait une forme de stratégie politique dans ce choix qui a été fait de Le Thierry premier Breton ? choix, c'est celui de la compétence et c'est celui de l'expérience face à des enjeux, à des questions qui, on le voit, sont essentielles. Le choix du président, c'est de dire quelqu'un dont la compétence sur le sujet numérique, sur les sujets industriels, sur les sujets de coopération européenne est indiscutable. Et quand même, est-ce qu'il n'y a pas un peu de tactique politique ? C'est le PPE, le parti où siègent les membres, la droite conservatrice, finalement la droite qui avait bloqué pour Sylvie Goulard. Est-ce que là, en prenant un profil de droite, vous vous assurez pas le soutien du PPE ? Thierry Breton est de droite ou de gauche. Je ne crois pas qu'il soit un militant politique. Sa vie, d'ailleurs, a été celui d'avoir été certes un élu local, ensuite un capitaine d'industrie, un entrepreneur, un ministre. Si on colle des étiquettes aux gens parce qu'un jour ils ont travaillé avec les uns les autres, c'est En Marche, dans ce cas-là, on aurait beaucoup de mal à exister. Moi, je pense que le choix du président, c'est vraiment un choix de compétences et d'expérience. Aujourd'hui, l'Europe, face à la Chine, face aux États-Unis, sur les enjeux industriels, on l'a vu avec la visite du président Macron en Chine, on est face à des enjeux majeurs. Dans le numérique, on parle souvent de la taxe digitale, mais au-delà des sujets de taxes, on a des questions de souveraineté. Comment on s'assure que sur notre territoire européen, nous définissions nos propres règles. Il y a des enjeux très concrets. Il
Il y a le droit, par exemple, des salariés qui travaillent dans les plateformes. C'est un enjeu, vous voyez, de comment on fait de la croissance dans le numérique sans mettre à mal notre vision d'une économie sociale de marché. Il y a des questions essentielles. Vous imaginez que la première des choses, c'est de s'assurer que si on confie tous ces sujets à quelqu'un, eh bien que ce quelqu'un, il ait les épaules, l'expérience, les réseaux pour avancer et faire des choses concrètes. Alors, pour continuer sur l'Europe, hier, Bruxelles a demandé à Londres de nommer un nouveau commissaire européen britannique. Boris Johnson, lui, ne répond pas. Est-ce qu'il faut se passer d'un commissaire britannique? Mais alors, là aussi, ce n'est pas une question d'appréciation, c'est une question de droit. Si le Royaume-Uni est membre de l'Union européenne, ce qu'il est à ce stade puisque le Brexit n'a pas eu lieu, eh bien, le droit européen dit qu'il faut un commissaire britannique. Donc ça veut dire qu'on laisse le Royaume-Uni paralyser l'Union européenne et le fonctionnement de la Commission? Donc, je pense qu'on est dans un rapport de force. Voilà, on explique qu'il faut que ça se passe. C'est sûr que pour les Britanniques, c'est quand même assez compliqué, puisque il y a 2 ans et demi, ils ont voté en disant qu'ils sortaient de l'Union européenne. Depuis, on a trouvé un accord, puis un deuxième accord, puis on se donne un peu de temps maintenant pour qu'il y ait des élections. Nous, notre position française, c'est que d'abord, il faut respecter le droit. Ça me paraît, vous voyez, dans ma bouche, quelque chose d'assez simple à dire, mais on respecte le droit européen. Et l'autre chose, c'est qu'on essaye, depuis le début, et c'est pour ça que certains nous décrivent comme des gens durs. On n'est pas durs. On essaie d'être clair. Le poison du Brexit, le premier des poisons, et pour les Britanniques et pour les Européens, c'est l'incertitude. C'est que économiquement, les entreprises n'ont aucune idée, si on ne leur restreint pas les délais, si on ne met pas de la clarté dans le processus, sur ce qui va se passer. Les familles de Britanniques qui habitent en Europe, les Français, les Européens qui habitent à Londres et qui vivent et qui travaillent dans ce pays ont besoin de clarté. Et donc ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de dire on ne peut pas empêcher des élections de se tenir quand l'intégralité des forces politiques veulent les organiser. Ça fait 2 ans que nous avons toujours dit s'il y a besoin un peu de temps pour faire des élections, il y aura ce temps parce que c'est un temps démocratique. Maintenant, il ne faut pas à nouveau qu'on reparte dans une série de péripéties. Donc ça veut dire que le Brexit, c'est le 31 janvier, quoi qu'il arrive, avec ou sans accord. Il faut qu'on ait un oui ou un non. Il faut que ça soit clair. Et vous préférez une sortie au 31 janvier claire, sans accord, plutôt qu'un nouveau délai? Je ne vais pas vous dire que je préfère. Ce n'est pas mon choix, c'est le choix des Britanniques. Ça commence par un référendum britannique, ça se suit par des décisions du Parlement britannique. Et aujourd'hui, il faut qu'on réaligne le Parlement, le gouvernement et le peuple britannique pour qu'il y ait une majorité quelque part. Est-ce qu'il y a encore une chance pour que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne? Mais s'il y a une majorité qui veut organiser le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, l'article 50, qui est le processus juridique qui permet le Brexit, il peut être arrêté à tout moment par les Britanniques. Et vous voyez, c'est un choix britannique. Ce que moi je vous dis, c'est que notre responsabilité, côté européen, côté français, c'est 2 choses. D'abord, il faut de la clarté, parce qu'il faut un calendrier restreint. On ne peut pas imposer de l'incertitude aux familles, aux entreprises, voilà, à notre société. Et aujourd'hui, il y a des incertitudes. Et donc, il y a des risques. Tout ce qu'on fait avec le président de la République depuis le mois d'avril, c'est de dire si on veut de l'extension uniquement jusqu'au 31 octobre. Et là, vous avez mis un délai très court. Certains étaient prêts à nous faire partir pour, voilà, sans justification. Nous, il était un peu isolé, Emmanuel Macron et la France, sur ce sujet du report du Brexit. On n'est pas isolé. On porte une voix qui est nécessaire. Et donc, vous avez vu qu'on a l'unité des 27, c'est faite. À l'unanimité, on a dit voilà, 31 janvier. Et deuxièmement, deuxième position française, c'est on veut des justifications. On veut des conditions. Ce n'est pas un processus qui va se diluer, dont la difficulté va se diluer parce que le temps va être plus long. Donc, notre approche, c'est de la clarté, des échanges courtes, des conditions et de la préparation. Un dernier mot. Pour que sur le terrain, les entreprises, notamment qui exportent, soient bien renseignées. J'étais encore en Normandie la semaine dernière pour expliquer les procédures à faire. Il y a une démarche à faire pour toutes les entreprises et tous les chefs d'entreprise qui pourraient nous écouter ce matin. Brexit.gouv.fr pour avoir un numéro d'exportateur qui peut être utile si jamais les choses se passent de manière moins ordonnée que prévu. Un dernier mot juste sur ce sujet, on a bien compris, mais est-ce que vous pensez que le Brexit peut avoir des conséquences sur la croissance française ? Le Brexit, il a des conséquences partout en Europe, peut-être même partout dans le monde déjà, par l'incertitude qu'il génère. Vous savez, si en Allemagne, il peut y avoir des conséquences sur la croissance pour l'année prochaine notamment. Mais il en a déjà. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas depuis 2 ans et demi. Puisque depuis 2 ans et demi, les chefs d'entreprise, les investisseurs, voient qu'il y a un pays en face où ils investissaient beaucoup, avec qui ils commercent beaucoup, qui est dans une situation où on ne connaît pas les règles de commerce qui prévaudront demain. Donc on est bien dans un cas où aujourd'hui, cette incertitude pèse déjà. Et ce qu'on veut, nous, c'est qu'on réduise au maximum l'incertitude pour qu'elle pèse le moins possible et qu'elle pèse le moins longtemps. Et donc notre combat, nous, c'est lutter contre l'incertitude. Ensuite, les décisions politiques, je le répète, ce sont des décisions des Britanniques.
Ça fait 4 ans aujourd'hui qu'ont eu lieu les attentats du Bataclan et ceux qui les ont entourés. La Turquie a décidé de renvoyer 11 djihadistes français. Est-ce que la Turquie fait des djihadistes un instrument de géopolitique contre la France et l'Union européenne? Alors là-dessus, il faut être assez factuel. Déjà, je pense qu'il faut se souvenir effectivement d'il y a 4 ans, un moment, je pense que tous avons des souvenirs très forts, très marquants, très graves de ce qui s'était passé. La lutte contre le terrorisme, c'est une lutte que la France mène chez nous, ailleurs, dans le monde, sur les terrains d'opération extérieure. Donc on est extrêmement déterminé. Il faut avoir en tête sur le point précis que vous abordez, comment ça s'organise. Il y a 2 sujets. Il y a les djihadistes qui sont dans des camps sécurisés, des prisons qui ont été gérées par les Kurdes au nord de la Syrie, proche de l'Irak, et où nous essayons de faire en sorte que ce soit sur les terrains d'exaction de ces djihadistes qui soient jugés, donc en Irak pour beaucoup d'entre eux. Et puis il y a d'autres personnes qui ont déjà été arrêtées par les Turcs, parce qu'ils se situaient en territoire turc, et soit parce qu'ils voulaient aller en Syrie et que les Turcs les ont arrêtés, soit parce qu'ils en revenaient. Et dans ce cadre-là, il y a déjà eu 250 djihadistes qui ont été ramenés en France, mais dans des conditions très organisées pour que nous puissions, dès leur arrivée, les mettre soit en mandat de dépôt, soit en garde à vue, et que nous puissions nous les juger. Donc, les 11 personnes dont on parle sont la suite, il y a un protocole, le Cazeneuve, ça a été mis en place à l'époque, par en le 2014. ministre Cazeneuve dans ses fonctions, qui permet, avec les Turcs, d'avoir une coopération pour nous assurer que ces personnes qu'on ne veut pas du tout voir dans la nature, si elles reviennent en France, elles reviennent quand nous avons tous les éléments pour nous assurer. Donc clairement, vous dites qu'il faut s'attendre à voir d'autres djihadistes renvoyés par la Turquie sur le sol français. Quand ça se passe comme ça, on est dans de la coopération judiciaire, on est dans l'organisation du fait que toutes ces personnes qui ont commis des actes ou qui se préparaient à en commettre ou qui ont été complices d'actes très graves soient jugées. Ce que je vois derrière, c'est qu'effectivement, du côté turc aujourd'hui, il y a, on l'a vu avec l'offensive en Syrie, il y a un discours qui peut être assimilé à du chantage sur un certain nombre de points. Et la France dit que nous ne voulons pas entrer dans ces considérations. Mais est-ce que les djihadistes sont un élément de ce chantage pour la Turquie ? Il y a une part de rhétorique. Maintenant, nous, ce que je vois, c'est les faits. Les faits, c'est que c'est de la coopération judiciaire pour que ces personnes qui sont aujourd'hui dans des prisons turques puissent être amenées en France, jugées en France pour des actes qui sont des actes graves et sur lesquels la France ne transige pas. Mais est-ce que vous diriez que la Turquie, qui est aujourd'hui membre de l'OTAN, est un partenaire fiable ? Je crois que le président l'a très bien dit. On a un sujet au cœur de l'OTAN qui est la confiance mutuelle, qui est la stratégie commune, qui est la convergence européenne et qui est au fond le bon fonctionnement de l'organisation. Il l'a très bien dit hier. Et on peut être, au fond, vouloir se voiler la face, se dire les organisations internationales, c'est formidable, même quand elles ne fonctionnent pas bien. Il l'a dit dans des mots assez clairs dans The Economist. L'OTAN en état de mort cérébrale, ça n'a pas forcément plu à l'Allemagne d'ailleurs. Est-ce que c'était le moment d'employer de tels termes ? Alors, il y a 2 choses. D'abord, il ne dit pas que l'organisation est morte, il dit qu'il faut qu'elle réfléchisse, qu'elle ait à nouveau une stratégie et qu'elle... État de mort cérébrale, c'est fort quand même. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a une forme de défaite de la pensée. On ne pense plus ensemble notre stratégie. L'échange collectif n'a plus lieu comme il devrait avoir lieu. Dans quelques semaines, il y a un sommet de l'OTAN à Londres. Ce que dit le président, c'est soit on y va en se disant que tout va bien, soit on constate quand même qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ce qui ne fonctionne pas, c'est que vous ayez, par exemple, la Turquie qui va sur un champ de bataille s'opposer à des gens que nous soutenions, nous, autres pays de l'OTAN, il y a qu'encore quelques semaines. Donc, ça nécessite qu'on mette au clair les choses. Et ce qu'a dit le président hier, on n'est pas là à vouloir ruer dans les brancards, s'opposer à des alliés. On est là pour qu'avec nos alliés, nous reclarifions notre stratégie, notre cadre d'action, nos objectifs, et que les Européens, et là je veux vous le dire au titre de ma fonction, que les Européens prennent à la fois toute leur part, mais aussi toute leur autonomie sur des sujets. Il y a beaucoup moi j'étais lundi au Conseil des affaires étrangères. Il y a beaucoup de sujets dans le monde où il faut que l'Europe puisse porter sa voix à elle. Ensuite, elle peut se coordonner, elle peut agir avec, elle n'est pas obligée de s'isoler, elle n'est pas obligée de va-t-en guerre tous les matins. Mais on a besoin d'avoir un discours de souveraineté. C'est-à-dire faire notre propre analyse des crises, des risques, faire notre propre analyse des moyens qu'on veut mettre en commun sur telle ou telle situation, le faire avec des alliés, bien sûr, mais avoir cette capacité. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas crédible sinon. Sinon, on fait des grands discours, et puis on nous dit, ben voilà, vous parlez beaucoup, mais où est votre crédibilité ? Mais sur l'OTAN, comme sur l'Union européenne, sur l'élargissement, on sent Emmanuel Macron relativement seul. Quand il dit « je veux relancer le moteur de l'Europe », on ne sent pas tellement d'écho dans ses paroles. Mon quotidien, d'abord, c'est qu'on n'est pas isolé face aux Français. Mais face aux Européens ? Mais on porte une voix qui, d'abord, c'est des Français qui nous demandent, quand ils vont voter aux élections européennes, on peut se dire, bon,
Ce qu'ils nous demandent, c'est compliqué, donc on ne va pas le faire. Oui, mais du coup, donc, nous, on essaie à l'inaction en étant seul. Moi, dans mon quotidien, je ne me sens pas seule. Sur beaucoup de ces sujets que vous citez, on a plein d'alliés. On a des alliés plus ou moins volontaires. Sur l'élargissement, par exemple. Sur l'élargissement, on n'était pas seuls. Les Pays-Bas, le Danemark et beaucoup d'autres se posent des questions. Et aujourd'hui, on présente, dans les cercles bruxellois, une nouvelle procédure de négociation. Comment on veut que ces pays, s'ils veulent entrer dans l'Union européenne, comment on négocie avec eux? Comment on fait que les populations arrêtent d'émigrer? Comment on fait pour que le développement économique soit plus grand? Là-dessus, je peux vous dire, on a un énorme soutien. Je pense même qu'on a déjà la majorité. Mais est-ce qu'il n'y a pas une multiplication des divergences avec l'Allemagne sur de nombreux sujets? Est-ce qu'aujourd'hui, le moteur franco-allemand, finalement, il n'est pas en panne sèche? Il y a des sujets comme la défense, on vient d'en parler, sur lesquels France et Allemagne ont fait des pas de géant en 2 ans. Des pas de géant. Ça fait 30 ans on parle de ça en France. C'était un tabou absolu en Allemagne. En 2 ans, on a créé des initiatives au sein de l'Union européenne. On a créé cette initiative européenne d'intervention. Donc, on a fait des pas de géant. Et aujourd'hui, si vous regardez les mots même du ministre des Affaires étrangères allemand, il dit « il nous faut un Conseil de sécurité européen. Il nous faut une défense européenne ». Des choses qu'on n'imaginait pas dans la bouche d'un dirigeant allemand il y a quelques années. Il y a des sujets sur lesquels on avance fort. Il y a des sujets sur lesquels on doit encore se concerter. C'est une partie de mon travail quotidien. Mais ce que je vois en Europe, c'est que soit on se résigne et on fait des consensus à l'unanimité tous les matins. C'est le plus petit dénominateur commun et on pourrait organiser, vous savez, une Europe où tout le monde est d'accord. Sauf que de l'autre côté, il y a des citoyens qui nous demandent des choses difficiles, ils nous demandent des choses légitimes, ils nous demandent de s'occuper de protection, d'immigration, de frontières, ils nous demandent aussi de s'occuper de la création d'emplois, de s'occuper de notre politique d'innovation, de comment on se protège face à des gens qui viendraient de l'extérieur racheter toutes nos entreprises. Soit on se dit qu'on ne les écoute pas et qu'on fait des consensus au plus petit dénominateur commun, soit on fait ce qu'on fait, c'est qu'on met beaucoup d'énergie. Moi, je fais le tour d'Europe pour présenter nos propositions, et je peux vous dire qu'on a beaucoup de soutien. Mais il faut qu'ensuite, on en fasse des majorités. Donc, on va en parler, mais sur un mot, par exemple, sur les déclarations d'Emmanuel Macron sur cette règle des 3%, qui est un totem un peu dans l'Union européenne, quand il dit que c'est un débat d'un autre siècle, on a un peu du mal à voir quelle est la cohérence et quelle est la lisibilité de la politique d'Emmanuel Macron. Ce qu'il dit là-dessus, c'est, à Bruxelles, vous avez une façon simple de régler des questions compliquées. C'est de dire, vous savez, sur les enjeux économiques, sur les enjeux d'investissement, on a 2 règles. Pas plus de 3% de déficit et un budget européen qui fait 1% du PIB. Circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on a assez d'investissement? C'est l'idée qu'il défendait au début du quinquennat. Il disait si on veut être audible, il faut s'en tenir à ces règles strictes. Il ne dit pas qu'il faut remettre en cause les règles. Il ne dit pas la France ne va arrêter de les respecter. C'est ça qui est peut-être pas clair. Il dit qu'il ne faut pas en sortir de la règle des 3%, mais en même temps, il dit que c'est un débat d'un autre siècle. Oui, parce qu'il dit si notre seul débat... Est-ce que ça ne manque pas de cohérence, finalement, ces discours sur l'Union européenne? Ce qu'il dit, c'est si notre seul débat économique, si notre seul débat de vision économique pour le XXIe siècle, pour l'Europe, c'est de se dire on a une règle sur les déficits et on a un tout petit budget européen et c'est bon, eh bien on est à côté de la plaque. Donc bien sûr que la France va respecter la règle des 3%. Bien sûr qu'on va négocier un budget européen. Mais il faut qu'on ait un peu plus de lucidité sur le monde. Donc on veut quoi? On veut qu'on investisse. Et de souplesse sur les 3%. Et surtout que ça ne soit pas notre seule boussole. Les 3%, ils sont là, on ne va pas les changer. Mais si c'est la seule chose qu'on a à se dire quand on fait des réunions économiques et qu'on ne parle pas d'investissement et qu'on ne parle pas de politique industrielle et qu'on ne parle pas de politique concurrentielle, mais est-ce que ça veut dire qu'il s'autorise à déroger à cette règle? Non, et Bruno Le Maire l'a très bien dit. C'est une règle nécessaire, il faut des règles. Mais le seul débat de politique économique en Europe ne peut pas se restreindre à débattre pendant des jours et des heures du niveau de déficit des pays. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Dans quel domaine on investit? On investit aujourd'hui dans les batteries, par exemple. Électrifier notre mobilité, c'est un grand enjeu industriel. On veut continuer à faire de la recherche dans des domaines, la biologie, dans les domaines de l'agriculture. Ça, c'est un débat intéressant. Quand les pays ont des marges de manœuvre budgétaires, les Pays-Bas, l'Allemagne, comment eux, ils investissent pour l'Europe? Ça, c'est des questions de convergence importantes. Donc, ce qu'on dit, c'est, bien sûr qu'il y a la règle de 3%, bien sûr qu'il faut qu'on ait un budget européen, mais si notre seule boussole, c'est de disserter pendant des heures du niveau de déficit des uns et des autres, on est à côté de la plaque. Un mot sur les demandeurs d'asile. Emmanuel Macron qui veut refonder Schengen, qui veut faire converger les systèmes d'asile entre les différents pays européens. Alors là aussi, il va falloir convaincre nos voisins. Vous êtes d'ailleurs chargé de le faire avec Laurent Nunez. Je crois que vous allez faire un tour des différentes capitales. On continue, je vais vous expliquer ce qu'on fait. Ah ben voilà. Est-ce que faire ça, là aussi, cette mission, c'est pas mission impossible? Alors, là aussi, soit on se dit on se résigne, et on laisse au cœur de l'Europe un sujet qui est un sujet collectif non résolu, soit on essaie de construire une solution complète, équilibrée, qui est cohérente avec ce que les différents pays font au niveau national, mais on voit bien que ce n'est pas au niveau national qu'on peut résoudre beaucoup de choses, parce que tous les flux sont des flux aujourd'hui qui sont des flux d'abord intra-européens et sont des flux qui concernent l'Europe dans son ensemble.
Ce qu'on fait là, c'est qu'on fait ce qu'on a toujours fait, on propose. Ça fait 2 ans maintenant qu'on a remis sur la table des propositions qui nous semblent équilibrées, qui sont à la fois solidaires avec les pays comme l'Italie ou la Grèce, qui sont des pays de première entrée, qui sont aussi capables de prendre en compte la diversité des positions, notamment des pays plus de l'Europe centrale et orientale qui parfois disent on ne veut pas qu'on nous force à prendre des gens chez nous. Très bien, mais comment ils peuvent participer à la solidarité ? Est-ce que c'est financièrement ? Est-ce que c'est avec des personnes qui se mobilisent ? Est-ce que c'est avec de l'accueil temporaire ? Il y a plein de choses à construire. Mais ce qui est intéressant, c'est que la France porte cette voie depuis avec l'Allemagne, avec l'Italie. Vous avez vu qu'on a fait un accord à La Valette sur un certain nombre de points, notamment sur le débarquement des bateaux. Donc, on a des accords. Ensuite, la Commission européenne elle-même, par la voix d'Ursula von der Leyen, dit on va faire un nouveau pacte sur les migrations, probablement début d'année 2020. Ben, vous savez, l'Europe, ça fonctionne avec trois pôles. Il y a la Commission qui propose, les États membres qui soutiennent et le Parlement qui vote. Ben, ce qu'on veut, nous, c'est que les États membres, quand cette proposition aura lieu, aient pu commencer à échanger entre eux. Donc on fait le tour, on écoute, on amende, on relaie et on essaie de construire une position commune. Une dernière question, Christelle. Dernière question. Il y a eu des élections législatives en Espagne ce week-end. Le parti d'extrême droite Vox a rencontré un véritable succès alors que Ciudadanos semble perdre un peu des points. Nathalie Loiseau a pointé du doigt un danger qui serait la proportionnelle et elle demande à revoir cette question qui était un engagement présidentiel d'Emmanuel Macron durant sa campagne. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Est-ce qu'il faut reconsidérer cette question de la mise en place de la proportionnelle en France, eu égard à ses résultats en Espagne ? Ce qui est certain, c'est que le système de la proportionnelle intégrale, à un tour où ensuite ça crée des parlements, je peux vous le voir tous les jours en Europe, c'est un système qui crée des démocraties parlementaires, c'est pas le régime français, et ça peut créer de l'instabilité, parce que du coup, les coalitions sont souvent plurielles, et sont souvent mouvantes. Et donc, il y a beaucoup de pays, pas qu'en Espagne, où ça crée... Vous aussi, vous dites à Emmanuel Macron, il faut bien renoncer. Il n'a jamais été question en France de faire de la proportionnelle intégrale. Il n'a jamais été question de ça. La question, vous savez, c'était de savoir si on en fait 10%, 15%, 20%. Là, on est plutôt sur 20. Et de garder un scrutin à 2 tours, uninominal, qui permettent ensuite de construire des majorités stables au Parlement. La question, elle est bien sûr de savoir quelle est la proportion. Ça a été tout le débat. Et ce que je crois, moi, c'est que sur ces questions-là, il faut rester dans la fidélité aux institutions, ce qui a toujours été le cas de la proposition à la fois du président et de ce qui a été négocié. Pour ça, il y a encore des propositions à faire et je crois que le Sénat a encore à se positionner. Et ce sera le mot de la fin, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Amélie de Montchalin d'avoir été avec nous ce matin. Demain, à votre place, ce sera le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Caner. On passe au Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui, avec la bande, nous parlerons de Lubrizol, puisqu'Agnès Buzyn était auditionnée hier au Sénat par la commission d'enquête sur le sujet. On parlera également du rapprochement entre 2 départements, la Loire et la Haute-Loire. Nous serons notamment en direct de Saint-Étienne avec le président de la Loire. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région, parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Toute la semaine, nous sommes en Moselle pour parler des questions de santé. Aujourd'hui, on s'intéresse au statut des aidants. Ce sont les proches qui aident une personne malade. Direction Metz pour voir notamment un aidant, pour voir son quotidien. Et puis on va aussi voir que c'est difficile d'être seul face à cette situation et que des associations viennent en aide. On regarde ce reportage de Béatrice Fanzan et Mickaël Sittberg. Ils sont entre 8 et 11 millions en France. On les appelle les aidants, car chaque jour, ils aident un proche en difficulté ou malade, souvent au détriment de leur propre santé. Je te mets assis et puis je vais t'amener du chocolat comme d'habitude. Nous sommes chez Denise, qui s'occupe de son mari René, âgé de 84 ans et atteint de la maladie de Parkinson. Denise, être aidante, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Ça signifie qu'on est toujours à l'écoute de notre mari. Moi, je suis toujours avec lui, je m'occupe vraiment de lui parce que, si je ne suis pas là, j'ai l'impression qu'il va arriver quelque chose, quoi. Et quand je l'aide, tout ça, déjà, je suis utile à lui et ça va mieux.
Être aidant, c'est un peu s'oublier parfois? Oui, je ne pense pas beaucoup à moi. C'est vrai que je ne pense pas beaucoup à moi, je pense beaucoup plus à mon mari qu'à moi. Je suis inquiète parce que s'il m'arrive quelque chose à moi, je ne veux pas qu'il soit tout seul. Il ne pourra pas, déjà. Non, et je ne veux pas qu'il soit à la dérive. Ça, c'est une chose qui est importante pour moi. Parce que j'ai toujours été là pour lui. Donc, je vois mal ne plus être là. Vous n'êtes pas là, à l'heure actuelle, il n'y a pas de relais, il n'y a personne d'autre que vous qui peut aider René. Pour l'instant, non. Denise est inquiète. Bonjour. Quand elle doit s'absenter longtemps pour faire des courses, elle ne peut plus laisser René seul. C'est devenu trop dangereux. Alors, elle se tourne vers un réseau de professionnels pour prendre le relais. Ensemble, ils évaluent ses besoins pour apporter une aide sur mesure à domicile. Nous nous trouvons dans les locaux de la plateforme de répit créée en 2012. C'est un centre d'information et d'action destiné aux aidants. Objectif, les soulager en leur dégageant du temps personnel et les accompagner pour mieux connaître la maladie qui touche leurs proches. Alors justement, nous allons voir Manon Petit qui est ergothérapeute au sein de la plateforme. Bonjour Manon. Bonjour. Alors, en quoi consiste exactement votre métier? Donc, au niveau de la plateforme de répit, j'accompagne les aidants, donc je les rencontre souvent en individuel, à domicile. On établit ensemble un diagnostic de leur situation, à quel stade ils en sont dans l'accompagnement de leurs proches. On définit leurs besoins et je peux être source de conseils, aussi bien en aide technique qu'en aide humaine, en accompagnement répit à domicile. On dit répit parce que les gens qui viennent vers vous sont à bout, vous êtes un peu la bouée de sauvetage quelque part. C'est vrai qu'on accompagne des personnes qui sont dans un état d'épuisement parfois avancé et elles ont besoin d'un soutien qui prend différentes formes. Mais entre autres, le fait de trouver des solutions pour permettre à l'aidant d'avoir du temps personnel, c'est très important. Quand on est aidant, on remarque que le temps personnel, c'est la première chose qui s'efface. Donc on n'a plus de temps pour soi, on n'a plus de temps pour aller chez le coiffeur, pour aller au cinéma, pour des choses qui sont essentielles au bien-être en fait. Et on essaye de le restaurer pour que l'aidant puisse un petit peu se reconstituer une forme de bien-être et de cette manière avoir des ressources pour accompagner son proche. C'est un marathon en fait d'être aidant. Retrouver du temps pour prendre également soin de soi, car beaucoup d'entre eux s'oublient. En France, 30% des aidants décèdent avant le proche dont ils s'occupent. Reportage de Béatrice Finzan, Michael Spitzberg, prochain épisode. Demain, on parlera notamment de la crise des urgences, puisque demain, une grande manifestation a lieu à l'appel du personnel hospitalier. Bonjour messieurs. Bonjour Ariane. Bonjour Ariane. On va parler de ce qu'on vient de voir, ce reportage sur le statut des aidants. Ils sont entre 8 et 11 millions en France, les aidants. Alors le gouvernement a récemment débloqué une enveloppe de 400 millions d'euros. Est-ce qu'il faut en faire plus pour ces aidants? Est-ce qu'ils ne sont pas suffisamment aidés, suffisamment soutenus? Sébastien Fournier, allez-y. Oui, alors, il y a effectivement, là, discuté dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui a commencé hier au Sénat, la question donc des indemnités journalières, c'est plutôt une bonne chose, mais c'est pour ceux qui travaillent. Peut-être un peu élargir. C'est un enjeu de société. C'est, comme vous l'avez dit, c'est à peu près 10 millions de personnes qui sont concernées. Ce sont des personnes âgées, notamment, mais pas seulement. Donc des jeunes, des plus jeunes qui sont en situation de pouvoir travailler ou en âge de travailler. Certains ne travaillent pas d'ailleurs. Et pour ces personnes-là, peut-être faut-il aussi faire quelque chose à leur endroit. Il y a aussi une question, je crois, d'image dans la société, ce que ça représente. Il y a un petit peu de condescendance sur cette question-là. Un peu de complaisance dans la société. Donc il y a aussi de l'image, je crois, qu'il faut travailler. On le voit dans le reportage, Jean-Baptiste Forêt, c'est une lourde responsabilité pour ses proches aidants. On voit la dame qui s'occupe de son mari qui dit « Je n'ose plus aller faire les courses toute seule, de peur qu'il lui arrive quelque chose et le laisser tout seul ». Oui, puis ce qui est terrible pour ces aidants, c'est qu'il y a une sorte de déni collectif qui peut renvoyer une sorte de déni intime. On ne veut pas vieillir, on ne veut pas voir vieillir, pardon, excusez-moi, décidément, je crois que j'ai un problème avec cette question-là aussi moi-même. On ne veut pas voir vieillir ses propres proches, mais aujourd'hui, on a toute une génération qui arrive, grosso modo la génération des baby-boomers, et c'est un enjeu quand même assez considérable qui a commencé à être pris en compte dans les politiques publiques au moment de la canicule. Il y a des signaux faibles quand même assez positifs. On a par exemple Action Logement qui correspond au ex-1% Logement qui a financé 1 milliard pour transformer les baignoires en douches. On sait qu'il y a 5000 chutes mortelles quand même dans les baignoires aujourd'hui en France. Donc les politiques publiques commencent à se mettre au diapason de la révolution du grand âge. Oui, c'est surtout une question anticipée. En effet, on vient de parler des baby-boomers. Il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup d'aidants
sont des retraités eux-mêmes, puisque les baby-boomers arrivent à la retraite, ils ont encore leurs parents. En revanche, dans 15-20 ans, on aura à la retraite des gens qui vivront plus âgés, mais qui auront eu des enfants plus tard et des actifs qui vont travailler plus âgés. Donc du coup, les aidants seront des actifs ou alors ne voudront pas être aidants. Et du coup, c'est la société qui devra payer les personnes pour assumer ces tâches-là. Or, on sait que le secteur de l'aide aux personnes âgées a des grosses difficultés de recrutement. Donc, à mon avis, ce sont deux questions qui, pour le moment, ne se rapprochent pas suffisamment et que les pouvoirs publics doivent aborder maintenant parce que sinon, on va vers une catastrophe de société dans 15 ans. Avec plus de moyens. Allez, on va passer à un autre sujet, c'est Lubrizol, puisque Agnès Buzyn était auditionnée hier au Sénat par la commission d'enquête sénatoriale sur les conséquences de l'incendie de cette usine Lubrizol. Et Quentin, vous allez nous raconter ce qu'il s'est passé. Oui, la ministre... Voilà, la ministre des Solidarités et de la Santé qui a d'abord rassuré sur les conséquences immédiates de cet accident. Pas de mort, pas de cas graves. Les conséquences sanitaires ont été modérées, a dit la ministre Agnès Buzyn. Mais les sénateurs se sont fait le relais des angoisses de la population quant aux conséquences à long terme. Et on le sait, il y a aussi cette scientifique de l'INSERM qui a parlé des cas de cancer à 10, 20 ou 30 ans. Écoutez cet échange entre la rapporteure Christine Bonfanti-Dossat et la ministre ensuite. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses personnes se réunissent toutes les semaines devant le palais de justice de Rouen en disant « Notre passé sans le Lubrizol, notre avenir, c'est le cancer ». Nous avons tout de suite évacué les gros risques. Après, sur l'effet cocktail, personne n'est capable de le modéliser, nos agences travaillent, mais il n'y a pas plus d'expertise aux États-Unis qu'en Allemagne qu'ici pour savoir ce que ça donne. Et donc ça va mettre 3 mois de plus parce qu'il faut savoir quelles molécules peuvent être issues de cette combustion et ce qu'il faut rechercher dans les prélèvements. Il faut oser le dire. Moi, vraiment, je suis prête à l'assumer devant la population, mais parfois, il faut avoir plus que 3 minutes sur BFM. Voilà, plus que 3 minutes sur BFM. Hier, c'était l'objet de toute cette audition. Les produits chimiques, les produits toxiques et cancérigènes tels que l'amiante, la dioxine, les hydrocarbures polycycliques, tout ça, on n'en a pas retrouvé à des seuils anormaux, a dit Agnès Buzyn. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences à long terme. Par une accumulation de ces substances dans le temps, il y a aussi les effets cocktails. Ça aussi, ça a été évoqué dans l'audition. Là-dessus, on ne sait pas encore ce qu'il en est. Il faudra attendre plusieurs mois pour avoir des recherches significative. Et l'autre problème depuis cet incendie, Quentin, c'est ce manque de confiance dans la parole publique. Et ça aussi, il en a été question pendant cette audition. Oui, et d'ailleurs, ça fait plusieurs semaines qu'on l'évoque aussi sur ce plateau, dans la presse quotidienne régionale. Il y a ce contexte où la parole publique a beaucoup été mise en cause, beaucoup de prises de parole des ministres, parfois dans une forme de cacophonie, avec aussi la mise en cause de l'indépendance des agences sanitaires par certains habitants rouennais. Écoutez la réponse d'Agnès Buzyn sur ce sujet. Nos agences scientifiques et sanitaires sont des agences indépendantes. Ce sont pas, on n'est pas dans l'URSS des années 50. Ils sont pas, on leur donne pas l'ordre de dire ce qu'ils ont à dire. On les saisit. C'est notre travail en tant que politique de saisir une agence pour qu'elle apporte une réponse. Mais la réponse, elle est totalement indépendante. Ouais, c'est difficile de convaincre les habitants. On le sait, lorsque les sénateurs se sont rendus à Rouen, ils ont été pris à partie par des gens qui étaient là aux abords du déplacement, notamment sur cette question de l'indépendance des agences. Merci beaucoup, Quentin, pour ce résumé de cette audition. On le voit encore et toujours, mais c'est vrai qu'on en parle depuis plusieurs semaines, ce manque de confiance dans la parole publique. On a l'impression qu'Agnès Buzyn peut dire n'importe quoi, de toute façon, il ne sera pas cru. Oui, alors il y a aussi un effet réseaux sociaux où on essaie de faire croire qu'une parole en vaut une autre. Et ça, c'est très dangereux parce que une parole de citoyen ne vaut pas une parole d'un scientifique sur un cas comme Lubrizol. Donc, du coup, si on n'a plus confiance dans les meilleurs experts, les meilleurs scientifiques, et Dieu sait si en France on a des scientifiques et des experts de grande qualité sur toutes ces questions, on ne va jamais en sortir. Donc, en revanche, là où Agnès Buzyn met l'accent sur un point très sérieux, c'est que oui, l'expertise, ça prend du temps. La science, ça prend du temps. Et le temps de la science n'est pas le nôtre, n'est pas celui des médias, n'est pas celui de l'opinion. Donc il faut savoir patienter. Et moi, je crois que de temps en temps, les politiques devraient aussi s'effacer sur ces questions-là au moment de prendre la parole. Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir, mais qui va être parlant pour nos téléspectateurs. Sur les attentats, François Molin,
le procureur de la République prenait la parole et respect. C'est carré, c'est respect. Il disait ce qu'il y avait à dire. Derrière, voilà, la parole était respectée. Donc je crois que peut-être sur Lubrizol, plutôt qu'entendre des sénateurs, plutôt qu'entendre des ministres, on aurait eu 2 scientifiques qui nous disaient écoutez, ça, on peut vous dire oui, ça n'est pas toxique, oui, on n'a pas relevé ça. Ça, en revanche, on a besoin d'études complémentaires. C'était peut-être plus crédible. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment s'effacer, les politiques, comme le dit Pascal Jabert? Parce qu'au début, on a entendu les habitants de Rouen dire on a été abandonnés, les politiques n'étaient pas là, les élus n'étaient pas là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une demande de parole politique? Si, mais ils étaient là, hein. Ils sont venus et ils ont pris peut-être la parole un peu vite d'ailleurs. Parce que c'est vrai, les expertises n'étaient pas lancées. Il faut du temps, en effet. Hein, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. On a peut-être un peu voulu rassurer la population, mais je crois que la population, elle n'a pas envie d'être rassurée. Elle a envie d'avoir des explications. Est-ce qu'elle a aussi envie d'entendre une parole politique ou pas? Ou finalement, elle a envie d'entendre des experts, comme le dit Pascal? Elle a envie de savoir, elle a envie de comprendre, elle a envie d'être, bien sûr, rassurée, hein, mais elle a envie de savoir comment les choses se sont passées. Il faut rappeler que dans ce dossier-là, il y a eu quand même il y a eu des manquements à la sécurité. Hein. Un rapport a été remis récemment là, sur ces manquements hein, de l'entreprise, Lubrizol. Également, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles les pouvoirs publics n'ont pas imposé des modifications des règles de sécurité alors que les capacités de stockage avaient été élargies. Donc ça, c'est vrai que tout ça crée un climat qui est pas très serein. Hein. Rapidement, Jean-Baptiste Fauré, Delphine Batho, qui était auditionnée hier matin avant Agnès Buzyn, elle a pointé le manque d'information des élus locaux sur ce sujet, sur cette catastrophe notamment. Oui, les élus locaux sont à la même enseigne en fait que la population elle-même. La référence à l'URSS d'Agnès Buzyn était quand même une forme d'aveu. Hein. C'est le spectre de Tchernobyl hein, qui rôde au-dessus de Rouen. À vrai dire, personne ne sait quelles seront les conséquences de cette catastrophe-là. Enfin, ça se jouera dans 20 ou 30 ans. Et effectivement, comme le disait Pascal, il y a un énorme hiatus entre la parole politique et l'expertise scientifique. La parole politique, enfin moi, ça me fait penser au sketch de Raymond Devos. C'est pas parce que je n'ai rien à dire que je dois pas parler quoi, en substance. Et on est vraiment là-dedans depuis des semaines. On n'avance pas d'un iota. Ouais. Et de ce point de vue, je suis pas certain que la commission parlementaire sénatoriale fasse beaucoup avancer le schmilblick. C'est quand même pas le rôle d'une assemblée politique de s'ériger en expert scientifique. Allez, on va parler d'un mariage. Pour continuer, c'est celui de 2 départements, celui de la Loire et de la Haute-Loire. Les 2 présidents qui ont entamé un processus de coopération. On va en parler avec le président de la Loire, puisque nous sommes en direct de Saint-Étienne grâce à nos partenaires de TL7. Bonjour Georges Ziegler, vous êtes donc le président du département de la Loire. Merci d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, pourquoi ce rapprochement avec vos voisins de la Haute-Loire ? Écoutez, le rapprochement, il est d'abord sentimental. Parce que vous savez que la Loire a eu un essor industriel très fort au niveau du fin 19e et début 20e. Et pour avoir de la main-d'œuvre, eh bien, on a fait venir les gens de la Haute-Loire à Saint-Étienne, dans la vallée de l'Ondaine et dans la vallée du Gier. Alors aujourd'hui, grâce aux voies de communication et à la mobilité qui est facilitée, eh bien, les gens de la Loire, pour certains, remontent en Haute-Loire pour retrouver leurs racines. Et c'est ainsi que Monistrol, sur Loire, par exemple, est devenue la 2e ville de la Haute-Loire grâce à l'apport des Ligériens. Et il reste beaucoup de choses que nous avons en commun. Et c'est grâce à ce socle de valeurs communes, des valeurs issues du bon sens terrien, eh bien, que nous avons pu nous rapprocher. C'est la première des choses. Et puis la deuxième, c'était que est-ce que vous pouvez nous expliquer, du Massif central. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste précisément ce rapprochement? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ce rapprochement, c'est un échange de bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'on a un nombre important de sujets sur lesquels on peut travailler. Ça va des pompiers, par exemple, les 2 SDIS. Les formations sont communes, on va acheter du matériel en commun. C'est aussi le tourisme, puisque nous avons des opérations à monter ensemble. Va aussi au niveau de l'attractivité du territoire, avec les villages de caractère. Ça va aussi au niveau du logement social, où nous espérons avoir une coopération particulièrement fructueuse. Et puis dans tout un tas de sujets qui se présentent et qui peuvent être générateurs de bonnes pratiques et d'économie.
Alors Pascal Jalabert du groupe EBRA, une question pour vous, Georges Ziegler. Oui, alors pour rebondir sur ce que vous avez dit, quand on va à un match à Geoffroy-Guichard, on voit des plaques d'immatriculation 43 un peu partout, et quand on se promène dans le Mézenc ou sur les plateaux altiligériens, qui est le département le plus haut de France, il faut le rappeler, on voit des plaques 42. Donc, tant qu'on y est, pourquoi on ne va pas jusqu'au bout? On dit, allez, on crée un département qu'on va baptiser Haute-Loire, enfin, il faudra trouver le nom. Pourquoi n'allez-vous pas jusqu'au bout tant qu'on y est? Ah ben vous allez vite en besogne. Mais écoutez, je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Il faut effectivement se dire que les départements, que les habitants de la Loire et de la Haute-Loire, eh bien, ils ont besoin de se faire à l'idée qu'on peut travailler ensemble. Et puis, vous savez, pour le moment, vous avez parlé de mariage. Alors, je vais vous dire, non, c'est pas un mariage, c'est même pas des fiançailles. Mais on se fréquente. On se fréquente et on apprend de plus en plus à s'apprécier. Et après, moi, je ne veux pas injurier l'avenir. On verra bien ce qui se passera. Mais pour le moment, qu'est-ce que ça change concrètement pour les habitants des 2 départements? Est-ce que ça change quelque chose? Alors oui, alors, il faut être sérieux. Les habitants des 2 départements, mais pour ceux qui sont limitrophes. Parce que effectivement, on n'a pas la même proximité quand on est du côté de Roanne, où on est beaucoup plus tourné vers Lyon, que quand on se trouve à Firminy, où on est à proximité immédiate de la Haute-Loire. Par contre, il est évident que ce processus de travail en commun, de coopération, de concertation de proximité, on va le faire avec d'autres départements, en particulier avec le département du Rhône. D'ailleurs, c'est un symbole. Lorsque on a signé la convention de partenariat avec la présence de Dominique Bussereau, le président de l'ADF, eh bien, il y avait Christophe Guillotot, mon ami le président du Rhône, qui était là et avec lequel eh bien, on commence de travailler et pour trouver des pistes de convergence. D'ailleurs, c'est ce qu'on veut faire aussi avec le Puy-de-Dôme, avec l'Allier, même avec la Saône-et-Loire. Alors la Saône-et-Loire, c'est pas dans la belle région Aura, mais c'est des gens avec lesquels on a des motifs de travailler ensemble. En particulier, on veut, avec nos amis de la Saône-et-Loire, de l'Allier, de la Haute-Loire et même du Puy-de-Dôme, eh bien, lancer un grand projet sur circuit des sites clunisiens qui pourrait être, si vous voulez, une piste intéressante pour la promotion de notre tourisme. Georges Ziegler, Jean-Baptiste Forêt de la Gazette des Communes a une question pour vous sur la question de la métropole, Jean-Baptiste. Oui, bonjour Monsieur Ziegler. Je voudrais savoir comment vous trouvez votre place dans un paysage territorial chamboulé avec une métropole qui, dans la Loire, absorbe plus de la moitié de votre population. Oui, c'est 405 000 habitants sur un département qui fait un petit peu moins de 750 000 habitants. Mais je crois que la métropole de Saint-Étienne, elle doit absolument prendre en compte la responsabilité qui est la sienne. C'est-à-dire que c'est la métropole du département de la Loire, mais c'est aussi la métropole du département de la Haute-Loire. Tout à l'heure, on parlait football et je pense que le record d'affluence, c'est pas le Bayern de Munich, c'est pas les grands clubs européens qui sont venus, c'est tout simplement lorsqu'on était en D2, eh bien un match Saint-Étienne-Le Puy, où on avait frôlé, je crois, les 45 000 supporters. C'est un signe aussi. La métropole de Saint-Étienne, elle doit rayonner, elle doit attirer, elle a des fonctions de centralité évidentes au niveau des hôpitaux, au niveau de l'université, au niveau de tout un tas d'aspects extrêmement positifs pour le développement humain et économique. Mais elle doit aussi pouvoir, avec son territoire, eh bien, composer dans une réalité qui peut aller vers l'amélioration de la situation des habitants. Merci beaucoup, Georges Ziegler, d'avoir été en direct avec nous depuis Saint-Étienne. Vous êtes le président du département de la Loire. Et merci à nos partenaires de Telset d'avoir permis la réalisation de ce duplex. Sébastien Fournier, on le voit, finalement, c'est un beau mariage, même si M. Ziegler n'aime pas ce terme. Oui, c'est un beau mariage. Enfin, c'est effectivement un peu précoce parler de mariage, mais... C'est une question, je pense, qui va se poser de plus en plus aujourd'hui, parce que les départements, quand même, sont un petit peu en sursis, quoi. Enfin,
pardonnez-moi de le dire de cette façon-là, mais c'est ce qu'on constate dans le grand feuilleton des réformes territoriales. Les départements quand même ont été vidés de leur substance, leur pouvoir ont diminué. D'ailleurs, le président de la République, Emmanuel Macron, voulait les faire disparaître en milieu urbain, c'est-à-dire ces fameuses fusions qu'il avait proposées entre les métropoles et les départements. Je dis bien donc en milieu urbain, et uniquement. Et puis il y a eu la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes est passée par là. Le président de la République a reconnu leur utilité en milieu rural. Donc ils sont encore là, ils sont présents. Mais ça ne veut pas dire que leur sort est réglé. Oui, je trouve que c'est plutôt malin. Loire plus Haute-Loire. Avant, quand il y avait l'Auvergne d'un côté et puis Rhône-Alpes de l'autre, la Loire et Saint-Étienne avaient la malchance d'être ni dans le Rhône ni dans les Alpes, tout en faisant partie de la région Rhône-Alpes. Là, aujourd'hui, Saint-Étienne, c'est un peu le milieu de la région qui va du Cantal jusqu'à l'Haute-Savoie quand même. Et du coup, avec cette alliance avec la Haute-Loire, ça redonne de la force centrifuge à Saint-Étienne, qui est en effet la métropole des deux départements. Et puis, ça place cet ensemble au cœur de la grande région. Il nous reste 1 minute, Sébastien. Oui, et puis il y a quand même un précédent, c'est celui de l'Alsace. Le mariage entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, c'est un peu bouleversé les équilibres. D'ailleurs, c'est consécutif à ce qui s'est passé au niveau de la réforme des régions. Ce Grand Est qui a été créé, qui était la fusion de 3 anciennes régions. L'Alsace avait vraiment un malaise, avait vécu un malaise identitaire et donc a voulu se regrouper. Ça a vraiment posé un problème parce que je me souviens à l'époque, André Rossino, le président de la métropole du Grand Nancy, avait dit il y a un désir d'Alsace, certes, mais il est réchauffé. Et nous aussi, on a un désir finalement de Meurthe-et-Moselle. Donc on voit bien à quel point il y a une forme de compétition, il y a une forme de défiance entre les élus quand même. Rapidement, Jean-Baptiste. Oui, c'est un serpent de mer en fait. Ces fusions de départements, on en parle depuis longtemps. On se souvient à la fin des années 50, Michel Debré voulait fusionner les départements. Il voulait une France à 50 départements. J'ai eu juste une dernière anecdote. Ça sera allez, l'anecdote de Jean-Baptiste. Ça sera très court. De Gaulle avait dit non en fait à cette fusion de départements. Il a dit non d'une manière assez saisissante. Il était à Guéret, qui est la plus petite préfecture de France. Et il a prononcé son discours dans la Creuse, et il a prononcé ses discours. Il a fini évidemment vive la République, vive la France. Il est revenu finalement à la fin de son discour. Il a dit vive le département de la Creuse. Et voilà. Allez, on va passer de Saint-Étienne. On va aller à Toulouse retrouver nos partenaires de la Dépêche du Midi. Bonjour Éric Berger, journaliste. Bonjour. À la Dépêche du Midi. On va parler de la une de votre journal, ce rapport parlementaire qui sort aujourd'hui et qui montre bien que ce n'est pas si simple que ça de sortir du glyphosate en 2021. Oui, c'est en effet notre dossier du jour. On s'intéresse à la question de la sortie du glyphosate qui est prévue pour effectivement le 1er janvier 2023. Et il y a donc un rapport parlementaire qui doit être présenté aujourd'hui par 2 députés de la majorité, 2 députés LREM, et qui conclut que la sortie va être plus difficile que prévu, qu'il y a une certaine impréparation, beaucoup de questions qui restent en suspens avant l'échéance qui est dans quasiment 1 an. Et puis, il y a un deuxième point que pointe ce rapport, c'est le coût de cette sortie du glyphosate que les 2 députés ont estimé à entre 50 et 150 euros l'hectare par agriculteur, ce qui peut quand même chiffrer un peu. Et donc, il y a toutes ces questions qui font que les 2 députés se demandent si le calendrier pourra être tenu. Et à l'intérieur, dans les pages intérieures de la Dépêche du Midi, cette interview de Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, qui dit bien que les pesticides sont indispensables à notre agriculture. En effet, pour compléter ce dossier, nous avons interviewé la patronne de la FNSEA qui viendra à Toulouse lundi 18 novembre pour participer à une série de colloques autour de la question de l'eau. Il y aura notamment une table ronde sur l'usage des pesticides et les conséquences dans l'agriculture, sur la qualité de l'eau. Et donc, on en a profité pour interviewer Christiane Lambert qui nous dit très clairement que, selon elle, il sera très difficile
de se passer de pesticides, que c'est indispensable dans l'agriculture. Elle nous explique pourquoi. Alors elle note notamment que les scientifiques s'inquiètent du retour possible de maladies à la fois dans l'élevage mais aussi sur les cultures. Et puis elle rappelle que certains pays dont on importe la production agricole ont des règles sanitaires beaucoup moins strictes que la France. Et on a 1 minute, Éric Berger, pour parler d'un autre sujet. Ce sont ces sachets de cocaïne retrouvés sur le littoral atlantique, avec notamment les plages de Lacanau fermées. C'est ça. Alors, on est allé faire un reportage hier du côté de Lacanau en Gironde, où 2 arrêtés municipaux ont été pris pour interdire l'accès aux plages, puisqu'effectivement, depuis environ 3 semaines, des paquets de cocaïne échouent sur le littoral atlantique, en particulier dans ce secteur. Et lundi, un Toulousain s'est fait interpeller en possession d'un paquet de 5 kilos de cocaïne qu'il avait récupéré sur la plage. Donc on est allé voir comment ça se passait du côté de Lacanau, et notre envoyé spécial a constaté que malgré les 2 arrêtés municipaux, il y avait quand même des curieux qui franchissaient les barrières et qui se baladaient sur la plage à la recherche de la poudre blanche. On imagine que tout cela a un coût et que certains petits malins aimeraient bien en faire un petit peu de commerce. Merci beaucoup Éric Berger. La dépêche du midi, on va revoir votre une. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin depuis Toulouse. Et Quentin, on va passer à la revue de la presse quotidienne régionale avec vous. Et Quentin, on commence avec Paris-Normandie. Voilà, pas mal de sujets sérieux à la une de vos quotidiens régionaux aujourd'hui. On commence avec cette douleur à vif, cette prière qui s'affiche à la une de Paris-Normandie, 4 ans après les attentats de Paris. Un traumatisme à vif, dit même le titre dans les pages intérieures, avec les témoignages comme celui d'Alexis, rescapé du Bataclan, qui dit qu'il ne veut plus être perçu comme une victime. Je ne peux pas être la victime du Bataclan qu'on connaît. Autre témoignage à lire aussi dans Paris-Normandie, celui d'un magistrat qui explique « Les victimes aspirent à vivre sans diminution, non pas en niant leur traumatisme, mais en le dépassant », peut-on également lire donc dans le quotidien. Et on continue avec la précarité des étudiants qui fait la une de l'Est républicain ce matin. Précarité, les étudiants aussi. L'Est républicain qui raconte le quotidien d'une jeune femme, Lola Verrier, vous allez la voir. Elle est ici. Effectivement, entre petits boulots, après les cours, hausse du coût de la vie. L'article donne le chiffre de 2,29% de hausse du coût de la vie étudiante. Double page qui revient aussi sur les conditions de logement dans les bâtiments du Crous, entre cafards et punaises de lit. On parle beaucoup de la précarité étudiante depuis effectivement les événements de Lyon. On espère une prise de conscience, dit la jeune femme qui est interrogée dans le journal. Et on termine avec le Midi Libre qui revient sur ce séisme. Voilà, vous voyez, beaucoup de sujets très légers aujourd'hui dans cette revue de presse. Effectivement, sous le choc, peut-on lire à la une du Midi Libre. Le choc lié au tremblement de terre de lundi, le plus important depuis 16 ans, nous dit le journal, un reportage en Ardèche. On peut lire cette phrase, une trentaine d'habitations complètement détruites et 200 touchées. Mardi dans les rues défigurées du Teil, la ville la plus impactée. Il était question d'état des lieux, de relogement, d'expertise et d'une angoisse, celle d'un risque de réplique. Merci beaucoup Quentin pour cette revue de presse. On va voir vos unes. Messieurs, Jean-Baptiste Forêt à la Gazette des communes, crèche et handicap, le défi de l'inclusion. Et puis on parlait des départements, Jean-Baptiste, et vous faites un dossier sur le modèle fiscal des départements avec cette réforme fiscale. Oui, modèle qui évidemment est en crise avec la réforme de la taxe d'habitation. Les départements sont en train de perdre la bataille du projet de loi de finances. Et c'est à lire dans la Gazette des communes. On va voir la une d'Objectif Métropole de France. On l'a beaucoup vu, on attend le prochain numéro. Voilà. Sébastien Fournier. Qui vient bientôt. Qui vient bientôt. On est impatients. Métropole si riche, si pauvre, c'est encore la une d'Objectif Métropole de France. Et puis Pascal, la une du Dauphiné, c'est sur ce séisme dont on vient de parler à l'instant. Bien entendu. Donc 2 éditions spéciales. Dès hier, les équipes du Dauphiné de la Drôme et de l'Ardèche
Donc sur le séisme, aujourd'hui, elles ont plutôt anglais sur la sécurité des centrales nucléaires, puisque la vallée du Rhône, c'est-à-dire tout près de l'épicentre du séisme, qui est un peu au nord de Montélimar, est le premier endroit de France pour la production d'énergie nucléaire. Donc vous avez les centrales de Cruas et de Tricastin, qui sont en effet dans le secteur impacté par le séisme. Oui. Voilà, une vingtaine de kilomètres. Il y a surtout des digues sur le Rhône qui doivent être renforcées. L'ASN a donné, l'autorité de sûreté nucléaire, a donné jusqu'en 2022 à EDF pour le réaliser. Voilà, et c'est à lire dans de nombreux journaux du groupe EBRA, notamment dans les DNA, sur le séisme qui a eu lieu hier à Strasbourg. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci. À 15h, ne manquez pas la séance de questions d'actualité au gouvernement en direct, en exclusivité sur notre antenne avec Tam Tranui. Demain, notre invité politique, ce sera Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.